Bonjour à tous et bienvenue. On va vous faire patienter encore 1 minute le temps que tout le monde arrive. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Euh, les gens sont encore en train de se connecter. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup. On va commencer d'ici quelques secondes. Moi, je vois que les intervenants aussi arrivent. Ok, ben, je vous propose qu'on commence maintenant. Ça fera arriver les derniers retardataires. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par Earthworm Foundation au nom des signataires du manifeste des acteurs français pour lutter contre la déforestation importée liée au soja. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est le soja responsable et on vous propose de revenir ensemble sur les enseignements après 3 ans d'évaluation du soja brésilien importé. Avant de commencer, je vais vous lire une clause sur le respect des règles de la concurrence qu'on se doit de vous lire en ce début de réunion. Les participants à ce webinaire doivent garder à l'esprit que l'objectif de celui-ci est de présenter les engagements et perspectives en lien avec le manifeste pour une mobilisation des acteurs français pour lutter contre la déforestation importée liée au soja. Dans la mesure où les participants sont possiblement des entreprises concurrentes, une grande attention doit être apportée au respect des règles de la concurrence, à savoir la participation est volontaire et l'absence de participation ne peut être utilisée pour pénaliser quelque entreprise que ce soit. Il ne peut y avoir aucune discussion sur les prix, boycott, refus de vente ou partage de marché. Si un participant pense que le webinaire dérive vers des discussions non autorisées, le sujet doit être suspendu. Chaque entreprise est libre de décider de mettre en œuvre les engagements de façon volontaire et tous les outils et méthodes présentés sont volontaires dans leur utilisation par les entreprises participantes. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à ce webinaire pour toutes les personnes qui arrivent. On vous informe que ce webinaire est enregistré et à la suite du webinaire, on vous partagera l'enregistrement, le support de présentation et un courrier représentant les points clés abordés aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le Q&A de la réunion qui normalement s'affiche en haut à droite de votre écran, en haut à gauche, pardon, en fonction des dispositions Teams. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la réunion. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la réunion et il y aura aussi un temps de réponse prévu à la fin du webinaire. Et autrement, n'hésitez pas à contacter Earthworm a posteriori. Vous avez une adresse qui s'affiche à l'écran et qu'on vous repartagera. Donc, vos intervenants aujourd'hui, tout d'abord, je me présente. Je suis Amandine Gaborio d'Earthworm et j'animerai ce webinaire aujourd'hui. On a la chance aussi d'avoir Dov Rosenman de notre bureau brésilien d'Earthworm qui participe avec nous aujourd'hui pour nous parler des enjeux liés au soja brésilien. On aura aussi Daphné Mantonex du bureau France d'Earthworm qui reviendra sur les apprentissages après 3 ans d'application de la méthodologie ZDC. Et ensuite, on aura 2 intervenants côté entreprise, donc Manon Salin pour Lidl France, qui nous fera un retour d'expérience sur la stratégie soja et sur les projets ZDC. Et Laurent Huy de Sol Team qui reviendra sur la filière soja ZDC. Donc Laurent est sur le terrain aujourd'hui, donc en cas de soucis techniques, il y aura Guillaume Bétinger de Sol Team également présent qui pourra prendre le relais. Et tout de suite, pour commencer, on vous propose un rapide sondage en ligne. On voudrait vous poser la question, durant ces 3 dernières années, avez-vous mis en place des actions pour un soja plus responsable?
Donc normalement, vous devriez avoir un sondage qui s'affiche à votre écran dans les prochaines secondes. On est en train de le lancer pour répondre à cette question. Euh, voilà. En tout cas, moi, je le vois, donc j'espère que vous aussi. Donc, il faut que vous rentriez un pseudonyme pour pouvoir répondre. Et ensuite, durant ces 3 dernières années, avez-vous mis en place des actions pour un soja plus responsable? Donc voilà, on vous propose de sélectionner les actions que vous avez mis en place, que ce soit au niveau de votre politique ou des actions de traçabilité, etc. Ça, c'est complètement anonyme, hein, c'est pour voir un petit peu, durant ces 3 dernières années, qui a fait quoi, voilà, en termes d'action et où en est la filière. Voilà, on va pas passer trop de temps, c'est vraiment juste pour introduire la session. Et du coup, normalement, vous devriez avoir accès aux résultats pour l'instant. Alors, je regarde en parallèle. Donc, la moitié des répondants ont mis en place un engagement et une politique soja. On voit qu'il y a également pas mal de projets sur la traçabilité, projet ZDC. Euh, Beaucoup de répondants sur le dialogue fournisseur, un élément très important dont on parlera aussi aujourd'hui. Un peu de projet terrain, pas beaucoup, pas de répondants ont choisi suivi des alertes terrain. C'est un peu normal aussi, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Des projets aussi de relocalisation des protéines. Euh, ok, donc parmi les votants, il y a quand même pas mal d'actions qui sont déjà mises en place, donc c'est assez positif. Euh, Super, ben, ça donne le ton pour ce webinaire qui commence et où on espère ben, vous montrer quand même tous les progrès qui ont pu être faits depuis 3 ans dans la filière. Hop, alors je repartage mon écran. Normalement, ça devrait être bon, pardon. Et je vous propose de commencer avec le premier intervenant, donc Dov Roselman du bureau Brésil d'Earthworm Foundation, qui va revenir sur les enjeux liés au soja brésilien. Bonjour à tous, je vous parle ici directement du Brésil et je profite pour utiliser un petit peu de mon français. Je suis Dov Rosenman, franco-brésilien, et je dirige les opérations de la fondation ici au Brésil. Et je voulais donc ouvrir un peu ce webinaire en partageant avec vous des éléments, des enjeux critiques liés au soja, essentiellement ce que nous avons appris et certains messages clés que nous voulons vous passer en ouverture de ce webinaire. Ici à l'écran, on a partagé avec vous, on va dire, 5 enjeux clés, tant de la destruction des écosystèmes, comme les défis spécifiques de la chaîne d'appro, les éléments du climat et de l'eau, les éléments de la qualité du sol pour produire les grains de soja, et aussi tous les enjeux sociaux. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas vraiment analyser ces enjeux de façon séparée. Ils se rétroalimentent l'un de l'autre, l'autre de l'un. C'est tout un contexte holistique de la fabrication de richesses de l'agrobusiness. C'est très important pour le développement du pays. Le Brésil a dans ses piliers, dans ses fondamentaux économiques, une relation avec l'agriculture globalisée. Mais on est dans un état d'urgence. Je dirais comme tous, la disruption de l'écosystème global affecte directement la capacité de projeter un futur qui permette de maintenir la relation entre le territoire de production et les besoins des chaînes d'approvisionnement pour alimenter les différents marchés, les différentes utilisations faites à partir du soja. C'est sûr que quand on parle du soja, le 80-85% du soja est utilisé pour de l'alimentation animale. Donc, il est certain que les acteurs de ces filières ont besoin stratégique de comprendre ces enjeux, mais pas seulement de les comprendre,
d'influencer les résultats en cours. Parce qu'il est certain qu'aujourd'hui, quand on projette pour 2050, on est vraiment dans une situation critique pour maintenir des prix, pour maintenir la capacité de production, pour maintenir des conditions phytosanitaires de production dans toute la chaîne d'appro. Ce qu'on comprend de notre côté aussi, c'est le leadership du secteur français sur ce marché. Ce qui s'est passé ces 3 dernières années au niveau du soja a été en grande partie pris en charge, a été influencé, a été inspiré par ce que les acteurs économiques de l'espace européen ont fait, et en particulier les acteurs économiques de l'espace et de l'économie française. Et c'est très important ce que nous sommes en train de vivre sous cette influence positive. Ce qu'on tire, de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de répondre à des enjeux des importateurs. Le flux de soja qui sort de l'Amérique latine, essentiellement de l'Amérique latine, je ne vais pas parler des États-Unis, mais de l'Amérique latine vers l'Europe. Si on a du succès, on va dire, à limiter les flux ou éliminer les flux de soja liés à de la déforestation, on aura répondu à un contexte de compliance légale, de compliance des régulations du marché européen. Mais serons-nous à même de répondre aux vrais enjeux de terrain? Il est certain que dans un court terme, les stratégies d'évitement de risques, mitigation de risques liés à la déforestation sont nécessaires, c'est évident. Mais dans long terme, pour toutes les entreprises qui se projettent dans une stratégie de ESG, donc de sa responsabilité environnementale, sociale et dans sa gouvernance, aura besoin d'une stratégie de participation, d'implication plus active dans tous les territoires où vous êtes connectés avec la production de commodities. Et c'est exactement le cas du soja. Donc, je vous invite à connaître quelles avenues peuvent être explorées de votre côté pour que vous puissiez vous connecter directement aux transformations nécessaires sur le terrain. Aujourd'hui, l'Europe représente 10% à peu près du flux du soja produit au Brésil. Ça veut dire que ce soja aussi, il est bien sûr consommé nationalement pour la production de protéines animales, mais aussi il est exporté vers d'autres pays qui n'ont pas les mêmes restrictions que les restrictions de l'espace européen pour l'importation. C'est un défi très intéressant, je dirais en termes de structuration sectorielle, et c'est un défi que nous voulons structurer avec votre participation. Daphné va prendre la suite en parlant de la méthodologie de zéro conversion et déforestation, qui est la méthodologie que nous avons mis en place pour accompagner le risque, mitiguer les risques, éliminer les risques des chaînes d'appro. Mais je vous inviterai aussi à connaître nos projets de paysage, de territoire, on dit en anglais de landscape, pour garantir à long terme que vous pouvez vous fournir dans des territoires capables de produire des denrées alimentaires de façon écologiquement responsable. Voilà. C'est mon message essentiellement. Je serai là durant tout notre webinaire, et à la fin de notre échange d'informations, je serai ravi aussi de répondre à des questions plus spécifiques, plus précises sur ce que nous faisons sur le terrain. Et je passe le ballon à Amandine. Merci beaucoup, Dov, pour cette intervention et pour ces insights directement du Brésil. C'est toujours très précieux. Et à suivre, eh bien, Daphné sur la méthodologie soja ZDC. Merci Amandine, bonjour à tous. Je suis Daphné Montanex, en direct du bureau Lille de Earthbound Foundation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthodologie ZDC et aussi des apprentissages qu'on a pu faire après 3 ans de mise en œuvre de cette méthodologie. Donc déjà, pour commencer, cette méthode, elle a été développée en 2021 par Earthbound Foundation avec les équipes en France et les équipes au Brésil. L'objectif de la méthode, c'est d'obtenir une bascule de marché.
Donc, c'est de faire en sorte que tout ce qui arrive en France et en Europe soit propre. Et on a développé cette méthodologie pour qu'elle soit utilisable à l'échelle de l'industrie par tous les acteurs et pour comprendre les flux d'approvisionnement au Brésil. Donc, on se focalise sur tous les nœuds de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les bateaux. Il y en a à peu près 60 qui partent du Brésil vers la France chaque année. Les ports, il y en a 11. Les usines de trituration, il y en a une petite centaine au Brésil. Et ensuite, les différentes fermes et zones de production. Donc, la méthode, elle permet d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, la SNDI. Et aujourd'hui, elle permet aussi d'accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre du règlement européen sur la déforestation. Sur la slide suivante, on verra les différentes étapes de la méthode. Donc, tout d'abord, ce qu'elle permet, cette méthodologie, c'est de vérifier que le soja qui est chargé dans les bateaux n'ait pas de lien avec la déforestation ou la conversion. On fait cette distinction qui est assez importante parce qu'il y a des forêts, mais il y a aussi d'autres écosystèmes comme le Cerrado qui n'est pas une forêt, mais c'est un un écosystème qui est menacé par la production de soja. Donc nous, on inclut la déforestation et la conversion dans la méthodologie. Donc que ces pratiques-là soient légales ou illégales, et la date butoir, c'est le 1er janvier 2020. La date butoir, c'est la date à partir de laquelle on commence à mesurer la déforestation et la conversion. Donc cette méthode, elle est divisée en 4 étapes. La première étape, c'est de la traçabilité. Donc c'est quelque chose qui est fait par nos équipes au Brésil en relation avec les importateurs et les fournisseurs de soja. La deuxième étape, c'est de l'analyse de risque. Donc il y a 2 facteurs auxquels on prête beaucoup attention. Le premier, c'est l'analyse de la déforestation et de la conversion. Et le deuxième facteur, c'est l'analyse des mélanges dans toutes les zones logistiques sur le flux de soja. La troisième étape de la méthodologie, c'est la validation. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse du flux de soja qui est chargé dans le bateau, on est en mesure de dire s'il respecte les critères ZDC ou non. Et la dernière étape, c'est la gestion du risque. Et cette étape, c'est la plus importante parce que c'est celle qui permet de vraiment accompagner la filière à la transformation, au changement positif. Donc, par exemple, si on constate qu'il manque de la traçabilité, qu'il manque de l'engagement des fournisseurs, qu'il y a un cas de non-conformité, ça nous est déjà arrivé de tomber sur une ferme avec de la déforestation après la cut-off date. Eh bien, dans ces cas-là, Earthworm propose des recommandations aux importateurs et ensuite, on discute de la mise en place de ces recommandations. Donc, important de retenir que la méthodologie n'est pas une certification, c'est vraiment un protocole pour accompagner les opérateurs dans une amélioration continue et ça pour gérer les risques. Dans la slide suivante, je vous parle un petit peu plus en pratique comment ça se passe. Donc, on fait des projets collaboratifs, ils sont coordonnés par Earthworm avec un importateur et un industriel ou un distributeur. C'est vraiment un partenariat avec tous ces acteurs. Il y a des réunions de suivi, il y a les analyses de bateaux, il y a des réflexions sur la valorisation des projets. C'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble. Les outils qu'on utilise dans la méthodologie ZDC, c'est des outils qui sont publics, disponibles. Et en plus de ça, on travaille avec un partenaire technique au Brésil qui s'appelle AgroSatellité. Et eux, ils nous fournissent des analyses plus précises de la déforestation-conversion au niveau des fermes. On fait aussi des visites terrain, donc on va à la rencontre des fournisseurs dans les usines de trituration, dans les ports, pour bien comprendre les flux, pour bien comprendre leurs engagements et continuer de les mobiliser. Les résultats à date, les voilà. Donc aujourd'hui, on travaille avec 3 importateurs sur les 5 principaux qui amènent du tourteau de soja en France. On a analysé plus de 16 cargos. On a étudié donc 3 ports au Brésil, 10 usines de trituration. On a couvert 6 des principaux états de production là-bas
et 185 municipalités. Donc en fait, ça, c'est des chiffres clés un peu pour donner une perspective sur la transparence qu'on arrive à avoir et aussi le fait de dire que c'est possible d'avoir cette connexion et cette compréhension des flux de soja au Brésil. Donc, tous les ans, les volumes de soja qu'on analyse et qui sont vérifiés ZDC augmentent parce que dans le fil du temps, l'objectif, c'est quand même de créer avec les importateurs une collaboration plus étroite et d'être à même de travailler et d'analyser un maximum de bateaux. Donc là où en 2021, on faisait un pilote sur un bateau avec un importateur, aujourd'hui, c'est tous les bateaux qui sont importés en France de cet importateur, on les étudie, et ce, afin d'augmenter le volume importé et de couvrir un maximum de volume sur le marché. Maintenant, sur les apprentissages qu'on souhaiterait vous partager après 3 ans de mise en place de cette méthodologie. Donc, sur 3 piliers. Sur le premier pilier de la transparence, nous, on s'est rendu compte que c'est possible de collaborer avec les importateurs et leurs fournisseurs. Et la méthodologie, pour ça, elle est pratique parce que ça permet vraiment d'ouvrir un espace de dialogue avec les différents acteurs et de travailler dans une relation de confiance avec Earthworm qui fait la tierce partie. Aujourd'hui, ça nous permet d'engager le dialogue sur le règlement européen. Et ça, c'est quelque chose de très important, sachant que les acteurs au Brésil ont plus ou moins des échos semblables à ce qu'on peut avoir en France. Les défis qu'on rencontre encore sur la transparence, c'est la mobilisation des acteurs. Donc, il est très important de mobiliser davantage d'acteurs, notamment au niveau des ports d'exportation. Il y a plusieurs exportateurs, un importateur, et ben c'est très important que cet importateur-là puisse dialoguer et mobiliser davantage de fournisseurs pour augmenter les volumes aussi qu'on peut analyser et qu'on importe ensuite en France. Plus on aura d'acteurs mobilisés, plus les coûts diminueront aussi dans la mise en œuvre de la méthode. Sur le deuxième pilier de traçabilité, quand on a commencé à faire ce travail, on entendait beaucoup que c'était difficile d'avoir de la traçabilité, voire impossible. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est possible. On peut comprendre les flux logistiques, on peut comprendre les connexions entre les zones de production du soja, silos, usines de trituration et les ports, parce que les importateurs et les fournisseurs ont des systèmes de traçabilité en place qui existent. Alors, ils sont imparfaits. Il y a des défis, notamment pour collecter de la traçabilité auprès des fournisseurs indirects. Donc, ça peut être des coopératives entre la ferme et l'usine de trituration. C'est vrai qu'il y a des enjeux, mais c'est possible d'avoir de la traçabilité et plus on en fait, plus ça devient quelque chose de courant, de récurrent aussi entre un importateur et un fournisseur et plus on gagne en transparence. Sur le troisième pilier, donc, qui est l'analyse de la déforestation et de la conversion, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils au Brésil qui existent. Il y a beaucoup de données satellitaires qui indiquent les zones de déforestation et de conversion. En plus de ça, c'est possible de faire le lien entre ces zones-là et la production de soja qui est actuelle ou qui est en prévisionnel. Donc, sur la donnée, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des défis, notamment sur l'analyse fine de la conversion des écosystèmes. C'est quelque chose qu'avec les outils satellitaires, on a plus de mal à faire par rapport à la déforestation. Et il y a aussi un besoin de continuer l'accompagnement sur les mécanismes de prévention et de gestion des non-conformités. Quand on trouve une ferme où il y a eu de la déforestation et de la conversion, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ce fournisseur? Donc voilà un petit peu les apprentissages qu'on voulait vous partager sur cette méthodologie. Et maintenant, je vais laisser la parole à Manon qui va vous faire un retour d'expérience sur son travail avec nous. Bonjour à tous, donc Manon Chalin, je suis chef de projet RSE achat chez Lidl.
Donc, je m'occupe de tout ce qui est matières premières à risque. Et donc, notre rôle au quotidien, c'est d'accompagner les acheteurs pour améliorer et réduire les risques au sein de nos chaînes d'approvisionnement. Donc, comme l'a très bien expliqué Dove en introduction, c'est vrai que le soja aujourd'hui fait face à de nombreux impacts à la fois sociaux mais environnementaux, avec à peu près 30% de la déforestation importée en Europe qui résulte de cette matière première. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille chez Lidl depuis 2017 et en 2020, notamment via la signature du manifeste soja, on a renforcé nos actions sur le sujet. Parce qu'au sein de ce manifeste, donc, on demande à ce que 100% du soja qui est utilisé en alimentation animale soit non lié à la déforestation ni conversion d'écosystèmes après le 1er janvier 2020. Et le problème, c'était quid de l'accompagnement des filières, parce qu'on a constaté lors des premiers échanges avec les fournisseurs que répondre à cet engagement aujourd'hui, on avait des manques de transparence, d'information, de traçabilité dans les chaînes, mais également peu de solutions qui, en tout cas, pouvaient être déployées facilement et à coût acceptable. Et donc, l'objectif, c'était de travailler et de développer différents plans d'action pour voir comment on pouvait accompagner les filières à trouver des solutions sur le terrain qui puissent être applicables. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a développé notre stratégie et plan d'action qui se base sur 3 étapes. Donc, le premier était la transparence avec une cartographie de notre chaîne d'approvisionnement. Un second pilier qui était pour comment on peut réduire ce soja importé, on peut utiliser certaines alternatives qu'on trouve en France et en Europe. Donc, c'est notre pilier substitution et relocalisation de cette protéine végétale. Et on s'est rendu compte qu'il était impossible aussi de relocaliser la totalité du soja qu'on utilise aujourd'hui en France sur le territoire national. Et donc, on a commencé à travailler avec Earthworm sur la partie responsabilisation du soja d'import. Donc, sur cette partie responsabilisation du soja d'import, il y a plusieurs solutions qui peuvent exister, notamment certains certificats en ségrégé. Mais c'est un marché de niche et qui est cher. Et donc, on a commencé à travailler avec Earthworm pour financer le développement de la méthodologie ZDC qui nous permettait de caractériser les fruits de soja au Brésil et de vérifier qu'ils ne soient pas liés ni à la déforestation ni conversion de l'écosystème après le 1er janvier 2020. Et donc, il y a eu un premier projet pilote qui a été initié avec l'importateur Solteam, un fournisseur d'alimentation animale Agrial et un fournisseur de produits laitiers Eurial. Tout ça coordonné par Earthworm. Et ce pilote nous a permis d'importer en mai 2022 le premier cargo de soja estampillé ZDC et vérifié par Earthworm en France. Et donc, ce cargo était chargé de 50 000 tonnes de soja. Et ça nous a permis, en tout cas, de démontrer sur le marché français que c'était possible d'obtenir cette traçabilité dans les chaînes. Et suite à ce premier projet pilote, il y a eu d'autres projets pilotes qui ont été développés par d'autres importateurs en collaboration avec des industriels ou autres. Et donc, on voit qu'il y a de nombreux signaux positifs, en tout cas sur le marché français, qui démontrent qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer. Et voilà, que c'est quelque chose qui est possible et qu'avec l'ensemble du marché qui se mobilise cet effet, il y a de plus en plus de volumes qui arrivent en France. Au-delà de ça, c'est aussi une méthodologie qui aujourd'hui est saluée par les ONG. La semaine dernière, il y avait la présentation et le lancement du Rapid Response de Mighty Earth sur le sujet. Et la méthodologie ZDC était justement citée dans les recommandations de l'ONG. Et on a aussi eu des discussions avec le gouvernement qui étaient positifs par rapport à cette méthodologie. De très bons signaux qui nous sont envoyés et aujourd'hui le marché français commence à bouger sur ce sujet-là. Mais comme il y a beaucoup d'échanges transfrontaliers qui se font aussi avec les autres pays européens, l'objectif c'est de réussir aussi à une échelle plus européenne à avancer sur ce sujet-là. Je veux bien, voilà. Et donc c'est aussi en tout cas, ce que Lidl essaie de faire de manière interne, c'est voir comment, sur un marché européen, on peut également agir. On mentionnait tout à l'heure qu'il y avait à peu près 60 cargos qui arrivaient en France de soja importé. Et quand on regarde à l'échelle européenne, il y en a à peu près 500. Et on a constaté qu'il y avait aussi beaucoup de flux, par exemple, qui se faisaient de la Belgique à la France sur le soja utilisé
alimentation animale. Donc, si derrière, on souhaite responsabiliser le marché français et plus largement européen, il faut également agir à cette échelle. Et donc, aujourd'hui, nous, la méthodologie ZDC, on est convaincus que c'est... oui, tu peux aller à la slide suivante. Merci. Et tu peux dérouler la visualité. Donc aujourd'hui, en tout cas, chez Lidl, on est convaincu qu'aujourd'hui, cette méthodologie est la plus pertinente, en tout cas pour, à court terme, réussir à faire changer les pratiques et avoir plus de transparence sur le marché, parce que elle se base sur l'existant, donc on ne crée pas de nouveaux flux logistiques, donc ça n'engendre pas un surcoût supplémentaire aussi important que ce qu'on peut avoir sur des certificats agrégés. Et c'est également une méthodologie qui nous permet de répondre à de nombreuses demandes à la fois de la société, mais également de se mettre en ordre de marche pour être conforme à l'EIDR qui entrera en vigueur en décembre. Et donc, voilà, c'est une méthodologie qui nous permet aujourd'hui de réduire les risques dans nos chaînes et dont on espère pouvoir continuer à contribuer pour faire avancer le marché français, mais également européen sur ces sujets aux côtés des chaînes d'approvisionnement, parce que voilà, il faut que ce soit l'ensemble du marché qui s'en saisisse pour qu'on parvienne à avoir une bascule totale. Merci beaucoup Manon pour ce témoignage côté grande distribution. Et on va continuer sur des témoignages ZDC avec Solteam. Alors je pense que ce ne sera pas Laurent, je ne le vois pas connecté. Je pense que ce sera plutôt Guillaume pour Solteam. Oui, bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors oui, Laurent est actuellement en déplacement, donc je prends le relais. Merci beaucoup. Très rapidement, un petit historique. Solteam, depuis un peu plus de 20 ans, travaille avec des triturateurs brésiliens indépendants. À l'origine, le développement de Solteam était principalement axé sur le non-OGM qui englobait des principes de durabilité, de conservation de la forêt, de la protection du biome Amazon, et tout ça via la certification Proterra. Aujourd'hui, Solteam poursuit le même objectif au travers du programme ZDC et l'accompagnement d'Earthworm, voilà, au travers de notre programme que nous avons appelé, nous, Green Soy. Nous travaillons principalement avec deux partenaires brésiliens, deux triturateurs, que sont Lacoamo et Amagi, qui ont la pleine capacité de traçabilité, de tracer les graines depuis les parcelles jusqu'à l'exportation du tourteau. Pour ce faire, pour vous expliquer mieux, vous expliciter ceci, voilà un petit dessin d'un petit croquis. Bon, on est donc présent, nous avons la connaissance de la zone de collecte avec la traçabilité des flux de graines, le silo de collecte, les flux orientés vers les usines de trituration, puis vers les entrepôts portuaires, le chargement sur les bateaux qui traversent l'Atlantique, les différentes cales, et à l'identique après, au moment du déchargement, jusqu'à l'ensilage dans des magasins portuaires de la façade atlantique. Voilà, tels que Lorient, Montoire, La Rochelle. Et tout ça, ça a déjà été opéré et testé sur différents bateaux qui sont arrivés. Comme il était dit précédemment, voilà, tous nos bateaux sont 100% au départ du Brésil, vérifiés et accompagnés par Earthworm. Toute cette démarche, en fait, en amont, elle n'est possible que si et seulement si nous avons un accompagnement par des acteurs économiques sur les débouchés. Et là, effectivement, nous sommes arrivés avec le premier bateau dit ZDC en mai 2022, du fait de l'accompagnement d'un fabricant d'aliments et de Lidl, qui nous a permis d'opérationnaliser et de montrer que c'était possible. Voilà, donc le
ZDC, il est vivant, ça nécessite, je dirais, une organisation, mais nous avons confiance dans l'avenir pour pouvoir amener et répondre demain aux exigences réglementaires européennes. Et vous avez Merci une beaucoup, photo du Guillaume. port de Lorient, avec un bateau qui est Oui, arrivé au mois de novembre. exactement, un bateau ZDC. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention et merci à tous les intervenants. Euh, on va passer maintenant au tour de table. On est dans les temps, donc c'est super. Je ne vois pas de mon côté de questions dans le Q&R, donc n'hésitez pas à en poser si vous voulez poser des questions aux intervenants. Moi, de mon côté, j'en ai. Dans cette présentation, on a beaucoup évoqué le UDR. Je voudrais peut-être commencer par une question côté Earthworm. Peut-être d'abord pour Daphné sur comment le ZDC répond à l'EUDR. Et est-ce que du coup, ce sera obsolète après l'entrée en vigueur de l'EUDR ou quid du ZDC, de l'avenir du ZDC? Et puis après, peut-être en complément par Dove, on voit que le UDR va permettre peut-être et le ZDC d'éviter d'être connecté à la déforestation, mais comment on peut aussi sur le terrain aller plus vers des actions de risk mitigation et vraiment s'attaquer aux problématiques de conversion et de déforestation. Merci. Amandine, je peux commencer du coup avec la question sur le UDR. Aujourd'hui, la méthodologie ZDC, elle permet de vérifier la déforestation et la conversion. Donc, on va déjà plus loin que ce qui est demandé dans le règlement européen qui demande une vérification de la déforestation uniquement. Sauf que pour la conversion, c'est quelque chose qui est en cours de discussion au niveau de la Commission européenne. Est-ce qu'on ouvre le périmètre des écosystèmes qui sont pris en compte dans ce règlement? Donc, quelque part, proactivement, on anticipe la prise en compte de ces autres écosystèmes, d'autant plus que c'est essentiel de les prendre en compte aujourd'hui parce que c'est ceux qui sont les plus menacés finalement par l'expansion du soja. Et la méthodologie, on a une première version et là, on est en train de développer la version 2 qui permet de prendre en compte plus de critères que la déforestation et la conversion. Donc finalement, dans le règlement européen, on demande à ce que la production soit conforme aux lois du pays de production. Et nous, ce qu'on regarde, c'est les critères qui sont mentionnés dans le règlement européen, par exemple sur les droits humains et des communautés indigènes. Donc, c'est des critères qu'on a transformés en indicateurs et on est en train de développer une information autour de ces indicateurs-là pour pouvoir les utiliser dans les prochaines analyses sur les bateaux de cette année. Donc voilà, on travaille sur la version 2 qui va mettre les opérateurs encore plus dans le droit chemin vers ce règlement européen. Et je peux laisser la parole à Dove par rapport à la deuxième partie de la question, je crois, qui était sur le fait d'aller au-delà de l'EUDR et de l'évitement des risques. Bien sûr. Et bon, comme je l'ai dit en ouverture, c'est évident pour tout le monde, hein. Tout le monde le sent chaque année. 2023, l'année la plus chaude de la planète. L'année, peut-être l'année de bascule, hein, quand on va parler de changement climatique. Et donc, il est certain qu'on est en train de parler d'un premier pas dans une théorie de changement, donc avoir un mécanisme qui nous permet de neutraliser le risque dans nos chaînes d'appro, c'est un premier pas. Donc avec ça, on arrive déjà à arriver dans un prochain palier de structuration de nos systèmes, dans un prochain palier de notre théorie de changement. Mais quels sont les prochains paliers? Et les paliers essentiels pour mitiguer les conséquences du changement climatique. Donc c'est sûr que mitiguer les changements climatiques, c'est pas une mince affaire du tout. Et c'est surtout une initiative de société, c'est une initiative collective.
Dans le domaine des entreprises, dans le domaine, on va dire, de l'économie, du deuxième secteur, de l'économie privée, ce défi demande du protagonisme. Ce défi demande des ambitions très spécifiques. Et je pense que, comme je l'ai dit en ouverture, l'écosystème économique de l'Europe, l'écosystème économique français, a montré une ambition cohérente entre la parole et les actions. Mais on sait aussi que il faut faire plus, il faut aller au-delà. Ça va nous demander du courage, ça va nous demander de l'innovation, ça va nous demander d'établir des partenariats stratégiques, ça va nous demander de déployer de la diplomatie corporative, d'influencer les gouvernements, tant dans les pays de développement comme le Brésil, mais aussi d'influencer les systèmes de subvention, les systèmes régulatoires, etc. De notre côté, au-delà de tout ce contexte de la théorie du changement, nous avons mis en place un territoire pour pouvoir avoir des changements tangibles, concrets, sur les terrains avec des producteurs de soja, et de démontrer qu'il est possible d'établir des territoires qui produisent des commodities, et des territoires qui ont la capacité de produire ces commodities dans un cahier des charges respectueux de l'environnement, respectueux de la communauté, et respectueux du sol, respectueux de l'eau, qui utilise de façon rationnelle les intrants chimiques, etc. Et on va dire notre pari, c'est qu'à partir du moment où on arrive à établir ces territoires, on crée un modèle de développement territorial, un modèle de gouvernance territoriale, que d'autres ensembles de territoires peuvent et devront de toute façon, s'ils veulent pas, on va dire, collapser en termes de leur modèle économique, devront mettre en place. Et en disant cela, hein, et je voudrais aussi rappeler que le soja est produit avec d'autres denrées. Le soja va de pair avec du coton, le soja va de pair avec du maïs, essentiellement, et il peut aller de pair aussi avec de l'élevage. Alors, étonnamment, ce qu'on a observé aussi sur le terrain, c'est une transition d'agriculteurs de soja vers de plus en plus de coton. Et ça, c'est pour nous déjà un signal d'alerte. Parce qu'après le coton, il n'y a plus rien. Après le coton, c'est fini. Il n'y a plus de fertilité, il n'y a plus de sol, on le sait déjà. On l'a vu dans d'autres territoires. Après le coton, désertification. Et si on est en train de parler de la désertification des territoires aujourd'hui producteurs de soja, c'est critique, pas seulement du point de vue du rayonnage, de la distribution, mais ce serait un indicateur très très grave de la savanisation de l'Amazone, ce serait un indicateur du collapse complet du Cerrado. Et ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir dans notre vivant, n'est-ce pas? Et donc, c'est un appel. Vous voyez, quand je travaille pour une fondation, hein, toujours là à faire des appels, à vouloir vous engager dans la transformation, n'est-ce pas? Mais c'est nécessaire. C'est vraiment un objectif stratégique que je pense que toute entreprise qui travaille avec ce genre de denrées doit mettre dans ses plans d'études, doit mettre dans ses plans stratégiques et à l'horizon de 2030, 2050 comme impératif de business. Ou alors, je ne sais pas quel est le plan B, on n'a pas de planète B. Hein, donc, ça va nous demander beaucoup de courage, comme dans d'autres époques, nos aïeux, nos parents ont été demandés à avoir du courage. Et là, c'est un peu, entre d'autres éléments, notre génération est appelée, et surtout nous qui sommes à cette interface, hein, que nous sommes des leaders d'équipe, nous sommes des leaders du changement. Je vois ici les 86 personnes à participer de webinaire, c'est la marque de ce désir de vouloir apprendre et de vouloir s'engager sur du changement. Donc, je vous fais cette invitation déjà en pleine et vive voix. Hein. Ne perdons pas d'espoir, bien sûr, mais ni de temps. D'accord? On fait les considérations à chaud. Merci beaucoup, Dov, pour cet appel qui est bien passé, je pense. Et je vois qu'il y a une question qui a été posée pour Solteam. Comment Solteam et ses partenaires se préparent à l'EUDR, spécifiquement, à la réglementation européenne qui arrive? Question pour Guillaume.
Alors, se préparer pour le UDR, c'est déjà déployer les solutions ZDC. C'est comment dire, pouvoir proposer un approvisionnement 100% ZDC ou avec cette méthodologie. C'est la meilleure préparation à l'EUDR. Tout ce qui est opérationnalisation, malheureusement, voilà, on est face à des problèmes techniques, mais je dirais que ces problèmes-là, ils seront résolus en temps et en heure, en avance ou en retard. C'est pas un problème. Fondamentalement, derrière, c'est que des problèmes d'informatique, des problèmes de groupe de travail, des problèmes de développement pour pouvoir, je dirais, mettre en musique la somme de données que l'on collecte et que l'on va collecter. Le plus important, voilà, c'est de cette méthodologie et c'est l'assurance d'être en conformité. Le reste, c'est que du technique et ça viendra, enfin, je dirais, c'est même pas de notre travail d'importateur, de notre travail de sourcing, de notre travail de vérification. C'est de la, oui, c'est de l'opérationnalisation, mais technique et non pas sur les fondamentaux que sont la préservation des sols, la préservation des écosystèmes. Ça, il est là notre boulot. Il est là notre boulot. Et avec ça, voilà. Donc, le déploiement de la méthodo et un sourcing adapté, le reste suivra. Super, merci pour cette réponse. Et peut-être du coup pour un petit peu venir en complément, une question pour Manon de Lidl. Quid de la temporalité d'un projet ZDC? Comme vous avez vous avez initié pas mal de projets et que là on voit qu'il y a une urgence. Quid de cette temporalité? Combien de temps ça prend pour être mis en place? Est-ce que vous pouvez faire un petit retour d'expérience là-dessus? Alors, la temporalité, en effet, elle dépend de la maturité de l'importateur avec lequel on travaille sur ce sujet-là. Parce que alors, Lidl peut impulser une demande sur le marché, mais derrière, on n'est pas aux commandes non plus du temps que ça peut prendre sur le terrain, des outils qui sont à disposition de chaque importateur, et c'est vraiment des projets qui doivent se faire en collaboration avec la chaîne et aussi grâce à l'expertise d'Orform qui est sur le terrain et des importateurs qui sont également sur place. Donc, au niveau de la temporalité, en tout cas, notre retour d'expérience sur ce premier projet pilote avec Solteam, les premières discussions avaient eu lieu à l'été 2021 et le temps aussi que la méthodologie se développe au niveau d'Earthform, également que les outils soient testés du côté Solteam. C'est un projet qui nous a pris à peu près 1 an au tout début du lancement. Après, comme Solteam l'a évoqué, c'est aujourd'hui quasiment tout leurs cargos qui sont parvenus cette année en France étaient ZDC. Donc, on se rend compte que, in fine, une fois que les outils sont déployés aussi chez l'importateur et que cet exercice et ces questionnements sont posés et sont inscrits dans les process, c'est des sujets qui se mettent de plus en plus rapidement en place chez les importateurs. Ok, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, parce qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui et je sais que dans l'audience, il y a pas mal de fabricants d'aliments. Donc peut-être pour Solteam, qui est pas mal en contact avec ces acteurs-là ou pour quelqu'un d'autre, pour un autre intervenant, si vous avez une réponse à apporter, quel rôle pour ces acteurs dans la responsabilisation du soja et dans tous ces projets? Si je peux me permettre, enfin voilà, en tant qu'importateur, pour moi, les fabricants, il faut qu'ils interrogent leurs fournisseurs individuellement. Il faut les auditer, qu'ils répondent à des questionnaires leur permettant de vérifier si ils sont en mesure et en capacité de leur fournir des marchandises d'importation répondant à la future réglementation et répondant à une méthodologie de type ZDC. Voilà, c'est dans le dialogue fabricant-fournisseur voilà, que ceci sera possible.
Super, merci beaucoup. Ça donne des pistes d'action, en tout cas très concrètes, toutes ces interventions pour la responsabilisation du soja. Donc merci à tous les intervenants et on voulait vous proposer, avant de clôturer ce webinaire, un sondage, euh, comme on a fait au début, avec d'autres questions. Donc on va à nouveau utiliser l'outil. Désolée pour ceux chez qui ça ne fonctionne pas vraiment. On a vu qu'il y avait pas mal de répondants, mais il y en a pour qui ça marche pas bien, donc vraiment désolée. Ah, mais c'est qu'en fait, il y a 20 participants max. Ok, ben du coup, je pense que on aura au moins quelques réponses. Alors, la première question qu'on voulait vous poser, c'est comment vous sentez-vous par rapport à la mise en conformité EUDR? Euh, Est-ce que vous êtes plutôt confiant ou est-ce que, il y a encore du travail à faire? Donc, normalement, là, vous pouvez répondre à la question. J'attendrai un petit peu qu'il y ait des réponses. Alors, on affiche les réponses à l'écran. Normalement, vous devez pouvoir voir. En tout cas, désolé pour les petits problèmes techniques. Si jamais, on vous enverra aussi les réponses avec la présentation. Euh, donc, on a, alors, la plupart la moyenne du groupe, c'est c'est 2,5 sur 5. Donc, c'est à peu près à la moitié. On a quand même 36% qui ont mis 3 sur 5. Euh, on a 18% qui ont mis que 1 sur 5. Donc voilà, on a un commentaire aussi, on fait confiance à nos fabricants d'aliments pour se conformer à la réglementation. Donc je pense que n'hésitez pas, au-delà de faire confiance, à entamer le dialogue avec vos fournisseurs, à vérifier ce qu'ils font, à dialoguer avec eux, à bien comprendre ce qui se passe dans la filière pour être sûr que tout le monde sera prêt pour le UDR. Mais en tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Et on vous propose une dernière question qui est quels sont les principaux freins pour rendre le soja responsable de votre avis? Euh, voilà, donc on vous laisse répondre pour ceux qui ont accès au sondage. Je pense que tout le monde est en mute. Ouais, on attend un petit peu que ça réponde. On voit la progression des répondants, donc on laisse un petit peu, puis dès qu'on a le total, on commente les résultats. Je pense que tu peux y aller. Alors, au niveau des résultats, alors on a 62% qui mentionnent un manque d'engagement des traders. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vu un trader engagé. C'est peut-être pas le cas de tous, je sais pas. Des législations locales peut-être pas assez exigeantes pour 23%. Manque de transparence pour 62%. Donc, vraiment, les verrous habituels qu'on voit sur la filière, les verrous de transparence et qui peuvent être débloqués avec des projets de dialogue, de transparence, de traçabilité, comme la méthodologie ZDC. On voit aussi 54% qui mentionnent le prix, des soucis de prix, et un manque de soutien de l'aval pour 23%. On vous partagera ces résultats avec le compte-rendu. En tout cas, merci pour votre participation. Et je vais reprendre la main pour clôturer ce webinaire. Hop. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants qui ont parlé aujourd'hui. Voilà, j'avais perdu mon écran. Oula. Bon,
ma présentation a sauté. Mais en tout cas, merci à tous les intervenants aujourd'hui. On est peut-être allé un peu vite sur certains sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire si vous voulez creuser certains sujets, avoir plus d'informations. Mais pour résumer un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits ces 3 dernières années sur la filière et notamment sur les approvisionnements du Brésil. On aura bien compris aussi l'urgence écologique qui est toujours là au Brésil, l'urgence côté déforestation, mais aussi conversion des écosystèmes naturels. On a aussi beaucoup d'attentes côté réglementaire à venir en fin d'année avec l'entrée en vigueur de l'EUDR. Donc tout ça, ça nous pousse à agir vite, à continuer les actions. Donc on a vu que les solutions, elles existent, elles sont là. Il y en a, elles ont été présentées. Donc n'hésitez pas à entreprendre des actions. Pour résumer, dialoguer avec vos fournisseurs, les interroger, comprendre ce qu'ils font. Euh, on a aussi des groupes de travailleurs, Swarm, distributeurs, industriels, pour avancer de manière collective sur ces sujets, pour s'informer et savoir ce qui est possible. Et puis, ben, du soja responsable est mis sur le marché. On l'a vu, il est disponible. Donc, renseignez-vous, demandez-le. C'est possible, ça existe. Donc, les solutions, elles peuvent venir de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Tout le monde doit être proactif et surtout travailler en collaboration dans la chaîne d'approvisionnement pour arriver à une bascule de marché, sachant que l'objectif, c'est que ben, le soja qui rentre en France et en Europe soit responsable, que le soja tout venant qui rentre sur nos marchés soit responsable. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous, à toutes. Bonne journée.